On le sait de toute façon que Disney et Marvel sont tenus par certains lobbies. Là, clairement, le lobby du bracelet qui cherche à s'imposer dans Shang-Chi en changeant les 10 bagues du mandarin en bracelet d'avant-bras. Ou alors peut-être le lobby du Poppers, puisque si les anneaux continuent de s'élargir comme ça, on va avoir droit à un Shang-Chi 2 ou la houppe. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 303e JT Comics. Zack Snyder qui se fait censurer un dessin de Batman et Catwoman sur son propre Twitter par DC Warner, ça a dû énerver ses fans les plus hardcore, ceux qui se baladent tout le temps avec leurs revendications sur des pancartes dans toutes les Comic-Con des États-Unis et même ailleurs. Ils avaient loué un camion, un avion, des panneaux publicitaires, et là, leur dernier petit coup de com' sur le Tour de France a un petit peu foiré. Et nous, sans plus attendre, on va pédaler jusqu'aux news de la semaine. The Boys. Pluie de news à propos de The Boys qui s'abat sur nous comme si le protecteur s'était secoué la flûte à actu du haut d'un gratte-ciel. Le producteur Eric Kripke nous promet qu'il a tourné pour la saison 3 la chose la plus folle qu'on ait jamais vue en télévision. Alors si ça avait été le producteur de Derrick qui avait dit ça, j'aurais pris ça avec un petit peu de recul, mais sachant qu'ils ont déjà mis la barre assez haute et sachant qu'ils vont adapter quand même l'arc Herogasm dans la saison 3, donc qui promet une super orgie avec des super-héros, quoi, là j'ai tendance à les croire. Sinon, 3 nouveaux acteurs rejoindront le camp des super avec Jensen Ackles qui fait le Soldier Boy. Vous avez Sean Patrick Flanery, Nick Wessler, Miles Gaston Villanueva. Alors ne cherchez pas dans les comics, ils seront apparemment des personnages inédits, créé pour l'occasion, entièrement à part, un petit peu comme les bras de Robin, l'ex de Huey. En revanche, l'actrice Laurie Holden, qu'on a pu voir dans The Walking Dead, incarnera la parodie de sorcière rouge de l'univers de The Boys, la Crimson Countess, qui a eu 2 incarnations, la première pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, elle n'a pas duré très très longtemps, et la seconde dans la période moderne. Et puis pour rester dans les bras tendus, et non pas ballants j'espère, vers un autre médium, le compte officiel de la série a posé la question: à quoi ressemblerait un jeu vidéo The Boys? Alors maintenant, depuis que je l'ai lu, je ne pense qu'à ça. J'ai envie de savoir, un petit peu comme quand on te dit que tu ne peux pas, soi-disant, te lécher le coude. Tu meurs d'envie de le faire, alors qu'à la base, c'est pas vraiment l'articulation la plus sexy sur laquelle tu avais envie de poser ta langue. D'ailleurs, je me demande, puisque Batman sait tout faire, est-ce qu'il peut, lui, se lécher le coude? Sûrement que oui, sauf s'il a appelé son coude Catwoman. Bref, et puis comme on est poussière et qu'on retournera à la poussière, si vous êtes en manque de The Boys, eh bien jetez-vous sur Dear Becky, la suite de The Boys par la Dream Team originelle, d'Aric Robertson, Russ Brown et puis Garth Ennis. Ça raconte des secrets de l'équipe, mais aussi ça rend hommage à Becky, que Garth Ennis avait l'impression d'avoir un petit peu négligé dans la série originelle. C'est très très bon. Si Garth Ennis arrive toujours à faire de si bons comics, à avoir cette longévité dans l'industrie, c'est parce qu'il est connecté au réel, à l'actualité. C'est ça qui fait les meilleurs comics. C'est aussi pas mal niveau violence, et je pensais pas qu'il pouvait se surpasser. Là il y arrive, certains diront que c'est gratuit, bon. Et puis c'est bien traduit par Laurent Lager, le traducteur chez Panini, qui prend la suite du grand gars Alex Nikolavitch, et ça faut le faire. Folie ciné. Les news ciné sont complètement folles. Je pourrais faire la blague de la fracture temporelle, de la TVA chaque semaine, puisqu'on nous ramène dans le passé. Là, on a appris qu'une série animée Smallville allait être produite par Tom Welling et Michael Rosenbaum, qui veulent, pour le doublage, ramener le plus d'acteurs que possible de la série originelle. On imagine qu'il n'y aura pas Alison Mack, dont la sentence va tomber aujourd'hui même pour son implication dans la secte Nexinum, pédopornographie, trafic d'esclaves sexuels, enfin des trucs de fou. Dans le dernier épisode de Smallville, Clark enfilait enfin pour la première fois son costume iconique de Superman, tandis que Lex Luthor, Michael Rosenbaum, lui, revenait un petit peu amnésique, il se souvenait plus de qui était Superman, mais il se rappelait qu'il haïssait Superman, et il enfilait lui tous les États-Unis puisqu'il s'apprêtait à en devenir le président. Sinon, les premières critiques de Black Widow sont en train de tomber. J'ai l'impression que beaucoup sont heureux de retrouver ce petit rendez-vous ciné du Marvel Cinematographic Universe, même si certains trouvent que le film ne rend pas tant hommage que ça, n'est pas l'adieu qu'ils souhaitaient pour Natasha Romanoff, puisque ça met peut-être trop en avant la prochaine veuve Yelena Belanova. Bon, on ira juger sur pièce. Et puis on a vu des bandes annonces complètement dingues. Je pense à celle de Shang-Chi dans laquelle ça se bat beaucoup. Ils font revenir l'Abomination après plus de 10 ans d'absence dans le MCU avec un look purement comics qui me plaît beaucoup. J'espère qu'on verra son alter ego, Tim Roth. Je pense que je peux me gratter. Et puis on a vu un dragon
sous l'eau. Alors ça fait évidemment penser à Fin Fang Foom, mais quand on sait à quel point ils veulent justement ne pas se piéger dans des personnages qui ont été créés pendant une période où il y avait clairement des stéréotypes négatifs sur tout ce qui était asiatique, ben peut-être que ça sera une sorte de transformation, un animal totem, quelque chose. Ils nous ont déjà fait le coup sur la filiation de Shang-Chi, qui sera pas le fils de Fu Manchu, un cliché ambulant, mais du mandarin, donc peut-être qu'ils vont recommencer. Et enfin, merci James Gunn, puisqu'on a vu un nouveau trailer de la Suicide Squad, qu'on sait donc pourquoi Bloodsport est en prison. Il a tiré une balle de kryptonite dans Superman, ce qu'il a envoyé directement en soins intensifs. Il n'a pas dit Martha, hein, ça c'est le problème. Ça a rendu très très jaloux le Batfleck de Batman vs Superman de 2016. Hein, et puis ça a rendu fou de rage, hein, j'exagère un petit peu, mais les fans du Superman de Zack Snyder qui disent que ce n'est pas possible qu'il n'ait pas esquivé la balle, qu'on ne peut pas lui faire ça, il est trop fort, il est trop beau, il est trop gentil. Donc il y en a plein qui disent qu'il a dû faire ça au Superman moustachu de Joss Whedon de la Justice League. C'est fascinant puisque c'est bel et bien arrivé dans les comics, dans le Superman numéro 4, alors même c'est une petite montée en niveau quand même, puisque à la base c'est une fléchette, une sorte de flèche qu'il parvient à tirer dans l'épaule de Superman, hein, tout ça grâce à un arsenal ultra pointu du coup de Lex Luthor, hein, il téléporte un pistolet avec de la kryptonite dans sa main et pof, il tire, hein, ce qui propulse quand même l'homme d'acier sur un billard en inox pour se faire retirer l'aiguille, hein, et se faire opérer. Ça reste quand même la pire blessure à l'époque qu'un humain lui est infligé. Mais pourquoi est-ce qu'on peut remercier James Gunn? Puisqu'il a dans la foulée présenté une nouvelle affiche de Suicide Squad et qu'il a pris la peine, la place d'y marquer en rouge vif dessus: procurez-vous des comics d'ici dans vos librairies spécialisées ou lisez des comics dématérialisés sur l'application DC Universe Infinite. Très très grande classe, hein. Il n'y a aucun réalisateur de son niveau qui le fait, d'autant qu'il y a un autre petit détail caché dans un feuillage, Legends 3, c'est une mini-série de comics écrite par Len Wein mais aussi John Ostrander, qui est un des architectes modernes de la Suicide Squad telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est justement dans ce comics qu'on voit pour la première fois l'escadron X, hein, dans son incarnation la plus moderne et qui perdurera par la suite. Donc bravo James Gunn, bravo aussi Margot Robbie, puisqu'en interview, quand on lui pose des questions sur la continuité de l'univers étendu cinématographique d'ici, l'univers post Zack Snyder, eh bien elle dit que dans les comics aussi il y a des changements radicaux de continuité, et elle dit qu'elle prend autant de plaisir à lire un comic book du New 52, donc la période 2011, ou des comic books plus anciens. Vive les acteurs qui parlent de comics. Insecticide. Ça bouge pas mal chez les araignées Marvel, hein, puisque le petit Miles Morales qu'on a vu naître dans la série Ultimate Spider-Man et puis qui a très vite fait la bascule dans la continuité principale puisqu'il marchait, cartonné ce personnage, hein, il fête ses 10 ans et pour l'occasion il change de costume et ça va faire plaisir à tous les cosplayers qui s'embêtaient à rentrer dans des tenues en spandex ultra moulantes, hein, qui les rendaient ultra stylé en araignée, mais on voyait quand même un petit verre collé sur une des deux cuisses, hein, tout écrasé. C'était un cosplay mi-Spider-Man, mi-Worms. Là, c'est beaucoup plus confortable, très streetwear, tout en conservant le code de couleur. Hein, et qui dit anniversaire dit grosse fête, et donc un numéro spécial, hein, pour ces 10 ans qui réunira beaucoup d'auteurs qui ont fait la gloire du personnage. Dommage, il n'y aura pas le papa, hein, Brian Bendis, mais il y aura la maman, Sarah Pikeli, qui revient. Il y aura aussi Saladin Ahmed, Phil Lord et Chris Miller, à qui l'on doit le gros carton Into the Spider-Verse. Et j'aime, moi, quand ça vient tisser des toiles entre les médiums comme ça. Sinon, malheureusement, ça sent très mauvais pour Peter Parker, hein, puisqu'on nous tisse pas mal de choses, hein, notamment une scène de baiser inversé, sauf qu'on sent qu'ils sont au sol. Peter Parker, vu l'état dans lequel il est, hein, ça ressemble plutôt à une scène de bouche à bouche mal maîtrisée. C'est bientôt le final du run de Nick Spencer, qui est resté 3 longues années sur le personnage, et on nous promet un nouveau départ, hein, une sorte de brand new day, hein. Souvenez-vous, c'est toujours des moments très excitants pour le personnage, hein, avec plusieurs artistes, plusieurs auteurs. Kelly Thompson, Saladin Ahmed, Cody Ziglar, Patrick Gleason ou encore Zeb Wells, du très très lourd, et on nous tease aussi le retour d'un Spider-Man blondiné. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Peut-être Ben Reilly, hein, le Spider-Man de la saga du clone, qu'on a essayé de nous vendre comme le Spider-Man originel, pendant que l'autre aurait été remplacé depuis des années sans qu'on s'en rende compte, hein. Les fans ont tellement gueulé qu'ils ont fait un retcon du retcon et qu'ils ont dit non, vous inquiétez pas, votre Peter Parker, c'est l'original. Ça s'intitulera Spider-Man Beyond. Alors ça ressemble à du Ctrl-C, Ctrl Gad Elmaleh de Batman, mais en réalité c'est une corporation maléfique qui a été inventée dans les Next Wave d'Ellis, Imonen et des autres, hein, qui s'amusent beaucoup avec les êtres humains, hein, par exemple en inventant des espèces de virus qui te transforment en robots samouraïs, en inventant des tenues de combat de ptérodactyles, en allant réveiller Fin Fang Foom, en même temps
vu comment ils sont perchés, ça m'étonne pas qu'ils aiment bien se rouler des dragons. Ça paraît difficile de les prendre au sérieux comme ça, mais croyez-moi, ils ont les moyens de réaliser leurs caprices qui sont aussi cruels que puérils, hein, d'autant qu'en plus, après, on a appris qu'ils vivaient un petit peu entre les dimensions dans le multiverse. On aura plus de réponses dans l'été, ça sortira septembre-octobre. Pinocchio. Et si une majorité des fans de Rob Liefeld l'attendent de pied ferme pour fêter les 30 ans de la X-Force, hein, cette année avec un numéro qui sortira chez Marvel qui s'intitulera X-Force Killshot, hein, eh bien sachez que l'auteur il a peut-être un petit peu retourné sa veste, hein, puisqu'il avait été très critique à l'égard de Marvel, à l'égard des X-Men de Jonathan Hickman. Il avait même ironisé en disant qu'il ne reviendrait pas à la rescousse, hein, pour une deuxième fois dans sa vie, alors que personne ne lui avait rien demandé, hein. C'est un petit peu ce que je vous disais sur Ennis, hein, justement. Là, on est qu'avec quelqu'un qui est un petit peu dans le passé, d'ailleurs, et il semble approuver le message d'un fan, hein, qui dit regretter l'époque où les comics n'étaient pas dans l'ère woke, hein, qu'il a ajouté lui-même dans son propre livre d'histoire, hein, à l'époque où les comics avaient une intrigue, des personnages sexy, des ennemis d'une autre couleur que blanc. Bref, quand les comics n'étaient pas politiques, alors ça c'est vraiment le combo parfait du mec cliché, hein, le lecteur qui a pris un petit peu d'âge, hein, qui ne lit probablement plus trop de comics, sauf peut-être les previews, les aperçus et les synopsis de ceux qu'il sait déjà qu'il va détester. Eh bien l'artiste, co-créateur de Deadpool avec Fabian Nicieza, est pourtant revenu prendre l'oseille de Marvel et il s'est fendu d'un tweet à l'image de ses dessins, hein, du déjà vu, très dynamique certes, mais un petit peu exagéré et surtout incorrect, hein. Il a posté: il y a 30 ans aujourd'hui sortait X-Force numéro 1, 5 millions d'exemplaires vendus, le deuxième comic book le plus vendu de tous les temps. Alors, il avait déjà posté la même chose il y a 5 ans, et s'il a encore bon pied bon oeil, on peut compter sur lui pour reposter ça dans 5 ans. Alors, toute la première partie est juste, hein, mais le deuxième comic book le plus vendu de tous les temps, ça, c'est pour tous les lecteurs qui sont morts avant le Noël 1992, puisqu'il a été détrôné et que ses classements sont assez piégeux, hein, puisque ça comptabilise le nombre de comic books achetés par les comic shops en vente ferme, mais pas forcément vendus, hein. Des fois, il leur reste du stock sur les bras. Alors souvent, ils arrivent à l'écouler avec le temps, hein. Et puis, bon, si jamais on commence à inclure dans ces classements des BD qui sont pas forcément Marvel, DC indépendants, de la BD dite franco-belge ou alors du manga, alors là carrément on va vite déprimer nous autres fans de comics. Mais même si on reste dans les super-héros, sachez que la mort de Clark Kent, le Superman numéro 75, s'est écoulé à 6 millions d'exemplaires, détrônant donc, hein, les 5 millions du X-Force One, hein, sorti un an auparavant, mais ne détrônant pas, hein, le X-Men numéro 1, le volume 2, par Chris Claremont et Jim Lee, qui lui reste au top avec ses 8 millions d'exemplaires. Alors il y a Dan Slott qui est venu mettre son grain de sel, mais lui non plus n'avait pas vraiment les bons chiffres, parce que justement ces classements sont aussi foireux, aussi fiables qu'un rapport de l'IGPN. Mais ceci dit, attention, ça n'enlève absolument rien à l'énorme succès du X-Force numéro 1, qui s'est quand même écoulé à 5 millions d'exemplaires, et ça, pas besoin de faire des pieds et des mains pour lui reconnaître ça. Et l'histoire se répète. Ah, ça commence déjà à me saouler, cette histoire du retour supposé de Warren Ellis aux affaires, hein. Certains diront qu'il n'est jamais vraiment parti, en tout cas pas très longtemps, hein, mais à peine Ben Temple Smith avait-il annoncé le retour du comic book Fell que, évidemment, que le collectif So Many of Us, victime des abus de pouvoir de Warren Ellis, a publié un communiqué, hein. En plus, elles ne souhaitaient ni le lyncher, ni le brûler, ni l'annuler, mais simplement avoir un dialogue. Elles ont fait ça très très bien avec un site sur lequel il y a plein d'outils pédagogiques pour faire plus que de la simple dénonciation. Eh bien, ça n'a pas manqué, hein. Warren Ellis a réactivé sa newsletter Orbital Operation. Il a fait un long communiqué, mais alors ça commence par: on m'a fait part aujourd'hui de l'offre de dialogue de médiation du collectif So Many of Us. Alors là, j'ai soufflé fort, on aurait dit une éolienne, parce que quand je vois le génie qu'est Warren Ellis quand il s'agit d'anticipation, hein, il a quand même écrit Transmétropolitaine, c'est assez visionnaire, hein, il se nourrit beaucoup des forums, qui absorbait beaucoup d'informations sur Internet. C'est impossible qu'il n'ait pas vu cet appel à la médiation, au dialogue, qui a été lancé il y a quasiment un an. Je suis déçu, voilà, hein. Bon, j'ai traduit le communiqué du collectif et celui de Warren Ellis, je vous mets le lien dans la description. Et alors, bon, la cerise sur le gâteau, c'est l'attitude d'Image Comics. Alors, ça aurait été annoncé par Temple Smith prématurément, trop tôt, ça je veux bien le croire, hein, mais alors là d'un coup, ils sont un petit peu bouchés le nez alors qu'ils ont les genoux dans la fosse septique, hein, puisque ils ont bien accepté de travailler avec Warren Ellis en coulisses sur le retour de Fell, très probablement, hein, et puis là ils disent que non, ils ne publieront pas Fell avant que Warren Ellis ait fait amende honorable auprès
de celle qu'il accuse d'avoir eu un mauvais comportement. Ça assume autant que DSK quand son ex-femme lui demandait qu'est-ce que c'est que cette réunion de travail qui s'éternise jusqu'à 4 h du matin en boîte échangiste. Bon, l'essentiel, ça reste que Ellis se dit prêt à accepter le dialogue, prêt à faire ce qu'il faut. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et je conclue avec les paroles du collectif, justement, qui dit « Nous réitérons notre appel pour que Warren Ellis gagne l'opportunité de devenir l'homme que tant de gens croyaient qu'il était. Allez, fonce, Warren !» Lisez, lisez et lisez. Cette semaine, je me suis régalé avec le tome 1 de Paria de Tony Emerio, Boris Bezlin et Lionel Marty qui fait le postambule. C'est dans un univers steampunk, mais que je trouve super bien géré, très bien pensé, pas trop cliché, crédible. Ça raconte l'histoire d'un génie du mal, un fou qui réunit une espèce d'escadron suicide qu'il va mater avec une cruauté sans borne, et ils ont tous des capacités extraordinaires, et puis il va les envoyer faire des missions pour lui. Alors Tony Emerio, on le connaît parce qu'il a fait Sticky Pants, mais alors c'est 2 salles, 2 ambiances, même s'il conserve quand même, on sent une forme d'humour, mais là c'est tout à fait sérieux, et à un moment il mélange avec quelque chose qui est très mignolien, il mélange la BD avec des fausses coupures de journaux, et donc il y a un journal satirique dans lequel il fait une espèce de petit comic strip de la séquence qui s'est passée avant, mais vraiment vu sous un autre angle. J'ai beaucoup aimé les dessins, c'est très très beau, il y a du style, j'ai beaucoup aimé les personnages qui me tardent vraiment de retrouver et de voir un petit peu, d'en découvrir plus dans le tome 2. Il y aura 4 tomes, c'est chez Comics Initiative, c'est de la création originale et rien que pour ça il faut soutenir, donc si vous voulez, foncez sur Paria. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être aussi nombreux à le suivre malgré les vacances, malgré le soleil et malgré toutes les raisons invoquées par les hommes politiques pour lesquels soi-disant il y a eu un record d'abstention au régional, mais vous êtes là et c'est tant mieux. Merci pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans des stories sur Instagram. Merci à tous ceux qui sont sur Discord. Je vous laisse réagir dans les commentaires sur YouTube où j'ai commencé à rattraper mon retard. J'essaye de répondre à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux également. Vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bravo à celui qui a fabriqué une boîte à musique Marvel qui joue la musique d'intro des films du MCU. Je lui lance le défi de composer la bande originale du Batman Damned avec, à la place de ce beau papier perforé à l'effigie des super-héros Marvel, un Batvier perforé qui défile. Là, ça serait punk.